Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bienvenue à tous, bonjour, je suis très content d'avoir un confrère pour ce nouveau podcast. Max est ambassadeur pour le projet Cardano, mais avant de commencer, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et partager l'épisode avec vos proches et vos amis. Alors Max, salut, merci d'être venu, comment vas-tu? C'est un plaisir d'être là, et je vais d'ailleurs très très bien. Euh, c'est un plaisir d'être là en fait parce que j'écoute depuis quand même du podcast Cardano français, et j'aime particulièrement le fait que c'est une initiative locale, parce que je trouve que ce qui est francophone au niveau de Cardano n'est pas encore assez développé, si je puis dire. Donc Effectivement. je soutiens à 200% cette initiative. Merci beaucoup en tout cas. Et tu vis dans quel pays? Je suis en Belgique. Ah, ok. Donc un bon compatriote belge, c'est le fun ça. Et de quelle catégorie d'ambassadeur fais-tu partie? Alors, je fais entre guillemets partie de la catégorie ambassadeur, parce que je suis un hôte sur le podcast The Cardano Community Podcast, Mhm. et un blog entre guillemets à propos de Cardano qui s'appelle Gerolamo. Oui. Voilà, ça c'est ce qui est plutôt contenu. Encore d'autres projets, mais ça j'imagine qu'on les abordera au long de ce podcast. Bien sûr. Donc, c'est ça, effectivement, avant d'aller plus loin dans ta contribution en tant qu'ambassadeur, parle-nous un peu de ton expérience, ton background. J'ai commencé en 2014. Enfin, non, en 2017, pardon, en 2017, qu'est-ce que je dis? En 2017, dans le monde des crypto-monnaies. Et bon, d'abord, en fait, c'est mon prof d'économie qui a, durant un cours, il a commencé à parler des actions. Et il a commencé à parler d'Amazon, d'Apple, de Google. Et à un moment, il a brièvement mentionné Bitcoin. Et je me suis dit, ben, attends, je connais Tesla, je connais Apple, je connais Google, mais Bitcoin, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ben, le jour même, je suis allé faire quelques recherches sur Internet. C'était une entreprise parce que je ne savais vraiment pas ce que c'était. Mhm. Et de fil en aiguille, j'en ai appris plus, et je suis arrivé dans ce monde actif et intéressant. Et ben, je pense que c'est vers décembre 2007 que j'ai découvert, lorsque ben, Cardano a quand même commencé à énormément monter. Euh, il était vraiment, faut être honnête, dans une bulle spéculative. Mhm. Et c'est à ce moment-là, c'était assez intéressant parce que à la fois tout le monde savait que c'était un projet qui était très intéressant, mais personne ne le comprenait réellement. Mhm. Tout le monde l'appelait l'Ethereum japonais, alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça. Cardano c'est général, c'est voilà, c'est juste beaucoup plus que juste le Japon. Toutes les choses très mystérieuses. Et donc bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'y intéresser, à en apprendre plus grâce aux AMAs de Charles. Bah, avec le temps, voilà, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus dans la communauté, et je suis arrivé jusqu'à où on est aujourd'hui. Mais, et donc, tu mentionnes que c'est à 14 ans, dans un cours d'économie, que tu as entendu parler du Bitcoin pour la première fois. Est-ce que tu comprenais ce que le Bitcoin voulait faire et en quoi c'était différent du système de devises puis le système monétaire actuel? Est-ce que je comprenais, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Mais au début, en fait, de nouveau, c'est un peu comme Cardano, je savais que c'était un truc sans et mystérieux, si je puis dire. Mhm. Mais au début, c'était pas clair. Faut savoir que j'ai passé, je veux dire, Bitcoin, c'est
pas facile à comprendre, mais une fois voilà, on comprend, si je puis dire. Et moi, ça me met, je dirais, plusieurs jours pour comprendre tout l'aspect technique, mais c'est seulement, je dirais, depuis quelques mois que je m'intéresse vraiment au système, à la partie économique, on va dire, et ce que Bitcoin pourrait impliquer et les autres cryptos économiquement dans le monde et comment ça pourrait totalement changer en fait la manière dont on pense à propos de l'argent, dont on dépense là, et en fait réellement tout notre système financier. Mais est-ce que ton professeur, justement, d'économie a donné une bonne description de Bitcoin? Est-ce qu'il en avait bien parlé, même si c'était Oh non, bref? ça pas du tout. Il disait juste qu'il avait un ami qui était dans le Bitcoin, qui apparemment se faisait beaucoup d'argent grâce à ça, et c'est tout, hein. C'était Ok. et c'est pas la meilleure pub non plus, mais Non, ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui t'a vraiment, alors, à ce moment-là, accroché vraiment au projet Cardano? mais en réalité, il y a deux choses. La première chose, et je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, bon, c'est pas très original, l'approche scientifique. Mhm, Je vois mal comment des gouvernements, des très grosses entreprises iraient adopter une plateforme ça n'a pas été qui n'a pas été testée et prouvé, je dirais mathématiquement, que ça marche et que c'est sécurisé. mhm, Et c'est justement là que Cardano, heu, plus de 40 papers, comme on dit, qui ont été publiés mhm, avec mhm, des scientifiques, de très haut niveau. mhm. Heu et à côté de ça, une 2e chose, qui m'accroche vraiment à ce projet, c'est tout l'aspect, Afrique et cette stratégie d'adoption, je dirais, apprendre à ces gens comment la blockchain fonctionne, comment Cardano fonctionne, comment développer leur propre application et de vraiment leur donner une opportunité de, de d'avoir entre guillemets un nouveau, démarrage et de pouvoir, heu, générer un revenu, dans une je dirais une nouvelle révolution, qu'est Cardano. Je suis d'accord avec toi et là je prépare un podcast avec un Bitcoin maximaliste et l'approche scientifique est quelque chose de très intéressant, de très important et c'est ce qui avait été mentionné également par un ingénieur dans un podcast que j'écoute également. Sauf que Bitcoin n'a pas cette approche scientifique-là. Et pourtant, il est adopté partout dans le monde, puis il commence à y avoir une grosse adoption du Bitcoin. Fait que je trouve, c'est là que je vois un petit peu la contradiction entre me dire que oui, Cardano est un projet scientifique, tout ça, et le Bitcoin, ben, pas tant, mais le fait que les gens en parlent, commence à y avoir une grosse adoption. Mais je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Bitcoin, ça fait déjà 10 ans qu'il est là Mhm, et ça fonctionne très, très bien. Il n'y a jamais eu de enfin, en tout cas de problème avec le Bitcoin. Ce qu'il y a, c'est que Cardano n'est pas fait pour être juste tendance en ce moment. Quand on entend Charles, le but est vraiment d'avoir une plateforme qui va pouvoir être toujours fonctionnelle, dans, 30-40 ans, mhm, mhm. voire même, plus loin que ça. Heu et je pense que du coup, beh, si on veut créer une telle plateforme, heu, une approche scientifique est réellement que aussi au niveau, je pense que ce serait une erreur d'aller comparer Cardano et Bitcoin, comme ce serait une erreur d'aller comparer Ethereum et simplement parce que ce sont 2 choses complètement différentes. Exact. Le problème, de scalabilité, par exemple, enfin, c'est pas du tout comparable et ce sont vraiment je dirais que ce sont vraiment 2 systèmes complètement différents, même s'ils utilisent en fait le même système dans le fond. Ouais. Ben, super intéressant. Oui, effectivement, je comprends cette comparaison-là. Et dans le fond, es-tu impliqué dans d'autres projets blockchain ou tu es 100% sur Cardano? Alors, c'est une leçon qu'on va dire que j'ai appris de la manière, forte. Il faut toujours se diversifier et dans les crypto-monnaies, on vous dira parfois que il faut ça sert à rien de diversifier parce que le risque est le même et qu'au fond, bah, vu que le risque est le même, ça sert à rien de se diversifier. Mhm. Eh bien, moi, j'ai appris ça de la manière dure en en début 2018, quand j'ai perdu, une partie de ce que j'avais investi, au départ. Ouais. Bon, évidemment, c'était une petite somme, et c'est justement parce que je n'étais pas du tout diversifié et du coup, aujourd'hui, le résultat, c'est que je suis, bon,
c'est très subjectif, mais pour moi, je suis très diversifié dans le sens où j'ai investi dans plus de 10 projets différents. Waouh. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie. Et donc, oui, je suis impliqué dans d'autres projets. Maintenant, le seul projet où je vais plus loin que juste la partie investissement, c'est Cardano. Le OK. reste, c'est juste entre guillemets l'investissement, la recherche, lire et tout ça, mais c'est pas plus que ça. Parce que je pense que c'est le projet, dans tous ces projets-là, je pense que c'est le projet qui a le plus de potentiel et qui a le plus de chances d'être un succès au long terme. OK, OK. Ben, et tu sais, c'est spécial parce que on va avoir les bitcoins maximalistes qui, eux, euh, ne vont pas être diversifiés du tout. Fait que Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. ils vont avoir pas mal juste du bitcoin et même parfois un peu d'Ethereum. Fait que même s'ils sont maximalistes, ils vont quand même avoir deux, trois investissements. Mais même si ce sont des économistes à la base ou qu'ils ont une pensée de justement se diversifier leur portfolio, ben généralement le portfolio va pas être si diversifié que ça. Donc même par rapport à ça, tu vas entendre de tout. J'aime ta réponse quand même. C'est une réponse différente de ce que j'ai entendu dans le passé. Mais par rapport au projet Cardano, comment as-tu développé tes connaissances? Justement, tu mentionnais que tu écoutais beaucoup de et aimé de Charles. Est-ce que tu fais de la lecture? Est-ce que tu vas voir leurs vidéos? Est-ce que tu testes le testnet puis tout ça? Alors, je veux dire que la majorité de mes guillemets modestes de Cardano proviennent surtout en fait de connaissances justement de la blockchain, dans le sens où ces investissements-là, j'ai une habitude de toujours vouloir faire plein de recherches avant d'investir dans un projet pour être à 100% sûr que ce dans quoi j'investis est correct. Mhm. Vu que je me suis entre guillemets autant diversifié, euh, eh bien j'ai fait énormément de recherches et donc du coup euh, certaines choses à propos de plusieurs, je dirais, technologies dans la blockchain et qui peuvent être utilisées au sein de Cardano. J'ai l'habitude d'écouter ce podcast, n'est-ce pas? Mhm. D'écouter des épisodes de The Cardano Effect, euh, à The Cardano Community Podcast, et puis j'écoute aussi parfois les AMAs de Charles. Euh, je veux dire que je lis à peu près une demi-heure, une heure à propos des crypto-monnaies tous les jours. Mhm. Mhm. Euh, donc oui, je pense que c'est comme mes investissements, mais je dirais modestes connaissances sont aussi très diversifiées. Et comment es-tu arrivé à contribuer justement par rapport au podcast de Community Podcast? Alors en fait, au début, j'avais un projet d'un steak pool, et, brunch pool à l'époque, mais qui maintenant s'appelle Matsuo. Euh, et je sais, Denis Tio, Oui? le fondateur de The Canadian Community Podcast, m'a contacté à un moment en me disant est-ce que tu voudrais être interviewé sur le podcast? Et bon, évidemment, hein, donc j'ai accepté, je suis intervenu sur le podcast et je leur ai dit moi je veux bien vous aider si jamais vous en avez besoin. Et en aiguille, j'ai commencé à discuter avec Denizio et donc petit à petit, je suis rentré entre guillemets un peu dans l'équipe et m'impliquer dans ce projet. Et donc voilà, maintenant je suis un vrai membre entre guillemets du podcast. Ben oui, oui, félicitations. Puis c'est ce qui probablement a permis que tu sois un ambassadeur pour Cardano. Ça, ça a beaucoup aidé en tout cas, oui. Mais tu parles français correctement parce que évidemment tu es belge. Et puis tu parles aussi anglais comme si c'était ta première langue. Comment ça se fait? Alors, l'anglais, j'ai toujours été très intéressé dans. Déjà, les crypto-monnaies, c'est la majorité. Je pense que si vous êtes uniquement francophone ou uniquement néerlandophone, ça va pas marcher. Non, ouais, Parce que les non. crypto-monnaies, c'est uniquement de l'anglais et les parfaitement anglais, vous allez toujours avoir du mal pour comprendre la technologie. Exactement. Donc, donc c'est vraiment un must de pouvoir parler anglais. Euh, c'est une très bonne question. Je pense que c'est surtout parce que je lis beaucoup en anglais. Oui, je lis beaucoup en anglais, j'écoute. Bon, ça c'est assez général, je pense. Mais je pense que c'est surtout aussi la lecture et le fait que le temps d'écouter, d'écouter, d'écouter. Et c'est surtout aussi les crypto-monnaies, je pense, qui me dirais forcer, entre guillemets.
à apprendre l'anglais et à mieux le maîtriser. Et bon, c'est sûr que Cardano, c'est un petit peu notre projet. On est maximaliste pour le projet Cardano. Mais selon toi, quels sont les deux points forts justement de ce projet-là? Et outre peut-être la partie scientifique dont tu as déjà parlé, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement par rapport à Cardano? Fort. Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que le premier point fort, c'est justement cette vision long terme. C'est le fait qu'on Mhm. vit actuellement dans une société qui vise le court terme, avec les réseaux sociaux qui vous offrent une gratification instantanée, avec la manière que ben, ça pousse réellement les politiciens à avoir une vision court terme. Et c'est là où justement que je trouve que ce projet est tellement intéressant, c'est parce qu'il y a justement cette vision long terme, des bases solides pour une plateforme qui va pouvoir exister sur les 10, 20, 30, même peut-être 40 prochaines années. Vraiment fascinant. Mhm. À côté de ça, un autre point fort, qu'est-ce que je pourrais dire d'un autre point fort? Je dirais surtout la communauté. Elle a, je veux dire que Cardano a une communauté qui est, je dirais, plus mature peut-être, plus réfléchie Mhm. que dans d'autres projets. Et ça, je trouve que c'est aussi un énorme point fort, parce que la communauté, c'est vraiment le cœur, entre guillemets, d'un projet. Et si vous n'avez pas une bonne bon projet. Effectivement, et je pense que c'est à l'image justement de Charles qui a justement cette vision long terme, qui a cette maturité dans la blockchain. Et c'est ça qui transmet justement à notre communauté, qui est pas si grosse que ça pour l'instant, parce que sûr qu'on n'a pas encore la communauté d'Ethereum, par exemple. Ça, c'est clair. Mais donc ça donne beaucoup de place à grandir, puis à grossir. Et j'ai bien ça promet de beaux échanges, puis de beaux projets sur la blockchain Cardano. C'est le moins qu'on peut se dire. Alors, pas seulement les points forts, mais deux points que tu aimerais voir améliorer chez IOHK, Emergo ou la fondation. Alors, je pense qu'au niveau de la fondation Cardano, je dirais que ce serait chouette s'ils pouvaient, parce que maintenant en septembre, ils organisent visiblement plein d'événements Mhm. autour de Cardano pour les 2 ans de Cardano. Oui, Et je pense que ce serait chouette s'il y avait plus ce genre d'événements et que ce soit pas spécialement juste pour l'anniversaire de Cardano, mais que ce soit juste plus général et qu'il y ait des activités que la fondation Cardano organise. ouais, effectivement, bon point. Ce serait vraiment une activité une initiative qui serait très chouette. Euh, Maintenant, pour le reste, euh, chouette il y avait peut-être plus de synergie, si je puis dire, entre IOHK et Morgo et la Fondation Cardano. Mhm, mhm. Et à trois réellement des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont souvent, je dirais, bah, ils communiquent entre eux, évidemment, hein, c'est pas des Oui, ennemis, hein, non, non, mais quand même assez séparés. Je dirais, il y a IOHK qui est très focalisé sur le développement de Cardano. Il y a Emorgo qui est très focalisé sur ben, je veux dire, l'adoption, je dirais plutôt, de oui, Cardano. oui. Euh, et puis il y a la fondation Cardano qui est dans tout consortium, dans tout ce qui est légal aussi, Mhm, et dans tout ce qui est aussi, par exemple, le programme ambassadeur, c'est la fondation Cardano. ouais. Et tout ce qui est aussi réseaux sociaux, c'est aussi. Et je pense que ce serait chouette s'il y avait plus de synergie entre ces trois entités-là. Effectivement. Ben, on voit qu'il y a quand même une très bonne communication entre IOHK et Morgo parce que, bon, je pense que ce sont quand même des équipes de développement en tant que telles. Donc, Emergo avec les produits Yoroi puis Cesa, c'est ça. Donc, il y a quand même une meilleure communication et c'est vrai que la fondation tire un peu de la patte. Mais même au niveau justement de la dernière de IOHK Summit, effectivement, ça aurait été bien que ce soit plus un événement Cardano où les trois entités auraient été plus impliquées, là. Mhm. Oui, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Effectivement. Oui. Ah, ben. Fait que je sors un petit peu du sujet de Cardano, mais j'aimerais savoir ton plan de carrière ou ton plan d'études pour la suite, ça se dirige vers quoi? Alors, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise. Donc, c'est vers ça que je me dirige. Maintenant, je pense que quand on démarre une entreprise, il faut quand même avoir un peu d'expérience derrière soi pour pouvoir savoir gérer cette entreprise. Donc, je pense qu'avant avant de faire ça,
J'aimerais bien aller d'abord travailler pour justement avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir faire ça là. Et puis, en termes d'études, là, je ne sais, parce qu'au début, je me dirigeais vers des études économiques, Mhm. mais avec le temps, j'ai un peu réalisé que, ben, oui, c'est chouette, mais avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui arrive, ben, les économistes, ben, on n'en aura plus autant besoin. Euh, ben là, je me dirige plutôt vers l'informatique, vers tout ce qui est développement, mais voilà, c'est pas encore très clair. Ok, c'est bon, c'est bon. Mais tu as l'air d'aimer justement l'économie, les systèmes économiques. Donc, est-ce que cette passion ne va pas transposer sur ton choix d'études, justement? Ben, il y a clairement moyen. En tout cas, j'aimerais bien que si je crée une entreprise plus tard, j'aimerais bien que ça ait à voir avec l'économie, Mhm. justement, que ce soit quelque chose, une entreprise monétaire ou je n'en sais rien, bref. Euh, les études, moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'est que l'économie, c'est quelque chose, et on le voit aussi d'ailleurs maintenant, c'est que l'économie, c'est quelque chose, ce qu'on apprend durant les études n'est pas spécialement la réalité. Et ce qu'on voit aujourd'hui de l'économie, c'est que l'actuel, euh, on n'a jamais été dans une situation pareille. Il faut se dire qu'au Danemark, maintenant, les gens doivent payer pour pouvoir épargner. Oui, C'est d'un ridicule le complet. oui. Hein. C'est c'est absolument ridicule. Euh, et donc à ce niveau-là, je me dis aussi, c'est intéressant, mais à la fois je me dis, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Oui, 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 effectivement. Ben, surtout il y a deux grandes écoles de pensée. J'imagine que tu les connais un petit peu. Donc, les deux grandes écoles de pensée qui sont, ben, il faut dépenser pour stimuler l'économie. Puis l'autre école de pensée qui est ben, plus de faire en sorte que euh, garder ton argent et que ton argent prenne de la valeur à l'exemple même du Bitcoin euh, et des crypto-monnaies de manière générale. Et que ton avis sur ce sujet-là? C'est là aussi que c'est très intéressant que le Bitcoin, c'est que et je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais ce que certains maximalistes, Bitcoin maximalistes disent, c'est que si demain Bitcoin devient entre guillemets la mondiale, Mhm. ce que je doute hein, que ça arrivera, mais disons que ça arrive, mais une répercussion qui serait très intéressante, ce serait que les gens auraient moins c'est leur argent et que, selon eux en tout cas, les gens iraient dépenser uniquement leur argent pour des choses qui en valent vraiment la peine. Oui. Et donc, ben, on aurait entre guillemets une hausse du niveau de vie dans la société parce que, Mhm. beh, uniquement enfin, une hausse de qualité si je puis dire ça ainsi, vu que les gens ne dépenseraient que l'argent pour des choses qui en valent vraiment la peine. Bon Oui. après je pense qu'il y a beaucoup de «si» et déjà je doute que Bitcoin devienne un jour la monnaie mondiale. Je pense qu'on se dirige plutôt vers, un monde où Bitcoin deviendra, si je puis dire, un peu un or 2.0 Mhm. qu'on utilisera comme, cash out si je puis dire. Donc vous utiliserez par exemple, du, Cardano ou de l'Ethereum, utiliser les plateformes Cardano, Ethereum et toutes ces plateformes-là et quand vous aurez, du profit que vous voudrez, beh, vous le mettrez dans du bitcoin. Mhm. Mais je Mhm. pense pas qu'on verra, bitcoin devenir une vraie monnaie. Mais bon, ça c'est ma théorie. Oui, seul le temps nous le dira. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ta famille comprend la blockchain et le projet Cardano? Est-ce que tu es capable d'en parler avec ta famille ou des amis? Alors, beh, mes amis, non, enfin, que ce soit en général, mes proches ne comprennent pas, bitcoin et blockchain. Bah, c'est quelque chose qui est très, «difficile» entre guillemets à expliquer Mhm. et en plus de ça, bitcoin souffre, toujours malheureusement de plutôt criminel, Ouais, ouais. qui est d'ailleurs absolument ridicule parce que l'euro et ça a été statistiquement prouvé est, 10 à 15 fois plus criminel que le bitcoin, si on va compter l'utilisation criminelle de ces 2 monnaies. Ouais. Mais, bon, bitcoin souffre de cette image, criminelle et donc, beh et encore maintenant aussi encore de cette image spéculative. Donc, bah, du coup, oui, faut pas ce n'est pas étonnant que peu de mes proches, s'y intéressent.
C'est bon. Jusqu'à maintenant, quel est le livre le plus important ou le plus marquant pour toi que tu aies lu dans ta vie? Alors je dirais que c'est un livre, que j'ai lu il y a quelques mois de ça, heu, qui s'appelle, Grow a New Body, c'est d'un gars, Alberto Vilfredo, je pense qu'il s'appelle. Mhm, Et c'est un je sais, ça vous allez tout le monde va me prendre pour un chaman, qui écrit tout un livre sur comment vivre la vie, de la manière la plus saine et que ce soit saine, physiquement, mais aussi, dans l'esprit. mhm, Et il parle vraiment de manger, les aliments qu'il faut éviter, mhm, les habitudes qu'il faut, prendre, les habitudes qu'il faut éviter. mhm, mhm. Il y a aussi une partie, je dirais, spiritu ça m'a vraiment marqué, parce que depuis, a a a avant ce livre, je dois dire que je mangeais, je dirais sainement, mais j'étais pas un ex et aujourd'hui on va dire que je fais de l'effort pour pouvoir, manger, correctement et ce que je remarque aussi, c'est que la majorité des gens ont une manière de voir, l'alimentation saine et alors que ce n'est pas vraiment très sain, en fait. Oui, ben effectivement, parce que je remarque ça, parce que en Europe, on va avoir une alimentation différente et une définition de l'alimentation saine qui est différente de l'Amérique du Nord. Alors, en Amérique du Nord, tout ce qui est les gras trans, ben, je vais y aller directement, les frites. En Amérique du Nord, c'est vu comme l'aliment le plus dégoûtant à ne pas manger, puis tout ça. Alors qu'ils ont des... Ben, je dis pas, ils ont des McDo, des McDonald's partout. Et, sauf que tu vas avoir justement une mauvaise image quand tu vas proposer d'aller au McDo ou quand tu vas proposer d'aller dans un fast-food ici en Amérique du Nord. Alors que à mon époque, quand j'étais en Belgique, ben on y allait peut-être une fois ou deux fois. Ben, non, j'exagère un petit peu, mais on allait plus souvent que les gens ici. Alors c'est sûr qu'il y a une différence entre justement le l'obésité ou les gens en surpoids en Amérique du Nord est beaucoup plus qu'en Europe. Mais tu as cette différence justement d'opinion par rapport à l'alimentation saine ou avoir une saine manière de vivre. Et quand tu vas lire des livres comme celui que tu me décris, ben, c'est encore un niveau élevé par rapport à justement, toi, ce que tu mentionnais, c'est que tu pensais que tu mangeais de manière saine, mais que finalement, c'était pas aussi sain que... Ou alors, il y aurait des choses que tu pourrais améliorer. Mais je suis pas mal sûr que ton niveau était bien meilleur que la moyenne des gens en Amérique du Nord. Fait que c'est... Oui, mais je veux dire l'Amérique du Nord, souffre, enfin surtout les États-Unis, je dirais, souffrent d'un c'est pas un tiers de la population qui est en surpoids, si je puis Mhm, dire. mhm, Ce qui est, grave, c'est très grave parce que ça a non seulement des mais aussi au niveau de la santé, sur le long terme, mhm. mais aussi au niveau de la santé, je dirais, mentale. Ouais. C'est le sucre, par exemple, et c'est le sucre, c'est vraiment la pire chose, hein. Mhm, C'est considéré dans notre société comme, quelque chose qu'on donne, fait quelque chose de bien, hein, une petite sucrerie, une petite friandise, ouais. alors qu'en réalité, c'est le diable, hein. Ouais. C'est Ouais. ça a non seulement des répercussions sur votre corps, mais aussi de nouveau sur votre, santé, mentale, si je puis dire. Vous avez beaucoup plus de chances d'être en dépression si vous mangez du que si vous n'en mangez pas. Mhm. Donc c'est vraiment, quelque chose à éviter. Ça. Et à ce moment-là, ben, selon toi, quel est le problème le plus important pour toi dans le monde aujourd'hui? Beh, je dirais, la vision long terme. Enfin, la vision court terme heu et c'est là justement où je trouve Cardano tellement intéressant, c'est parce que Cardano a cette vision long terme et comme je le disais précédemment dans ce podcast, on vit dans une gratification instantanée. Mhm, Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez sur mhm, Instagram, vous mhm. recevez des likes. On vit dans une société avec une politique qui est littéralement poussée à avoir une action et où ils préparent, leur campagne, 1 an à l'avance alors qu'ils sont toujours, élus et heu et surtout aussi avec toute une société, enfin, je veux dire quand on y regarde quand même, les plus grandes entreprises dans notre monde
sont axés justement sur la gratification court terme. Mhm, Quand on mhm. voit Twitter, quand on voit Facebook, quand on voit Google, tout utilise justement oui, votre vision, je dirais, justement cette gratification court terme pour vous faire consommer leurs produits et pour faire en sorte que vous allez générer des revenus pour eux. Et je pense que justement, c'est pour moi le plus gros problème qu'il y a aujourd'hui. Et j'espère que Cardano, je dirais, apporter cette vision long terme dans le monde de la blockchain. Je vais même aller plus loin et contribuer à ta réponse parce que effectivement, Cardano est un projet sur le long terme où il y a beaucoup d'explications sur comment ça va se passer. On informe beaucoup les gens sur la technologie blockchain et comment ça doit, si on veut justement que ça ce soit encore là dans 10 20 ans, comment ça doit se passer, les problèmes qu'il faut résoudre. Et justement, le Bitcoin aussi est également dans cette mentalité de se dire, ben, ça vaut pas la peine de regarder le prix à tous les jours. Il faut que tu le regardes sur un horizon de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais effectivement, les gens ont beaucoup de difficultés à se projeter et à vivre sur le long terme parce que, comme tu le dis, la gratification instantanée est très importante pour eux, là. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup pour le podcast. C'était super intéressant. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut lire et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Alors, sur YouTube, vous pouvez chercher, je ne connais pas le lien spécifique, mais vous pouvez chercher sur YouTube The Cardano Community Podcast. Vous trouverez le podcast. Je suis actif. Euh, sur le blog que j'anime, c'est Gèvres Lamo, et vous pouvez le trouver sur medium.com/. Et sur Twitter, c'est twitter.com/foufnir. Excellent. Tous les liens seront dans la description. Et merci encore à Max d'avoir participé à ce podcast. Je te souhaite une bonne journée. À toi aussi, merci beaucoup. Merci, salut.